cette vidéo, nous allons voir la correction du sujet d'Amérique du Nord 2008 sur l'exercice 1, la première partie qui traite de la synthèse de l'ammoniac à partir du diazote et du dihydrogène. Et vous avez en rouge les données utiles de l'exercice qui vont être utilisées pour toutes les questions de cette partie. La première question vous demande de donner la formule du taux d'avancement et d'expliciter tous les termes. Donc, le taux d'avancement, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre l'avancement final et l'avancement maximal. Donc, on définit rapidement ces termes. XF, avancement final. Donc là, c'est l'avancement que vous allez connaître grâce à l'expérience. Et on n'oublie pas que l'avancement, ça s'exprime en mol. C'est une quantité de matière. Et Xmax, l'avancement maximal, qui est une grandeur théorique. Donc lui aussi, bien sûr, en mol. Si la réaction est totale, vous avez Xmax qui vaut Xf et donc votre taux d'avancement qui vaut 1. Regardons maintenant la question 2, où l'on vous demande, cette fois-ci, de justifier si cette réaction de synthèse de l'ammoniac est totale ou non totale. Donc pour ça, on va utiliser la donnée de l'exercice qui est la donnée de taux, où on voit que taux est inférieur à 1, puisqu'il vaut 0,70, donc la réaction n'est pas totale. Donc on note ici taux égale 0,70, inférieur à 1, ce qui va impliquer que XF est inférieur à Xmax. La réaction n'est pas totale. Dans la question 1.3, on vous demande d'établir le tableau d'avancement de la transformation, puis ensuite de déterminer les quantités de matière à l'état final, ce que l'on fera dans un deuxième temps. Donc pour le tableau d'avancement, vous commencez par noter l'équation bilan. Ensuite, il faudra traiter de l'état initial avec un avancement nul, de l'état intermédiaire à une date t avec un avancement x quelconque, puis l'état final que j'ai choisi de développer sur 2 lignes, pour avoir l'avancement final, que l'on va pouvoir déterminer expérimentalement, et l'avancement maximal, qui lui est théorique, puisqu'on aura besoin de connaître le réactif limitant par la suite pour retrouver le taux d'avancement. Donc si on commence à l'état initial, on a la quantité de matière, les quantités de matière de réactif qui sont données dans l'énoncé. La quantité de matière initiale en diazote vaut 1,0 fois 10 exposant 2 mol. Et la quantité de matière initiale en dihydrogène qui vaut 3,0 fois 10 exposant 2 mol. Maintenant, combien a-t-on formé d'ammoniac à l'état initial? Eh bien 0 mol, puisque les réactifs ne sont pas encore rentrés en contact. Regardons maintenant l'état intermédiaire, donc à une date t quelconque et un avancement x quelconque. Combien me reste-t-il de diazote? Eh bien, il me reste ce que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé pendant la durée T. Alors, et on regarde ici qu'à chaque étape, on consomme une molécule de diazote. Donc, ce qui va me rester, c'est la quantité de matière initiale en diazote moins 1x, puisqu'à chaque étape, on consomme une molécule. Pour le dihydrogène maintenant, que me reste-t-il? Il me reste la quantité de matière que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé. Donc à chaque étape, je consomme 3 molécules de H2. Donc il me reste ici moins 3x. Donc ce que j'avais au départ, moins 3x. Combien j'ai formé d'ammoniac? Eh bien à chaque étape, je forme 2 molécules. Donc pour x étapes, j'en aurais formé 2x. Maintenant, on va passer à l'état final avec l'avancement final. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Bien, toujours ce que j'avais au début, moins ce qui a été consommé pendant la transformation. Donc cette fois-ci, moins 1 XF. Donc, une fois que vous avez écrit l'état intermédiaire, c'est facile, il suffit de remplacer l'avancement X par XF. Pour le dihydrogène, donc c'est la quantité de matière de H2 que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé au bout de XF étapes, donc moins 3 XF. Combien j'ai formé d'ammoniac? Eh bien ici, à chaque étape, j'en forme 2. Donc au bout de XF étapes, 2 XF.
Et si la réaction est totale et qu'on atteint l'avancement maximal, que va-t-il me rester? Eh bien, c'est très simple, c'est la quantité de matière que j'avais au départ, moins 1 X max, puisqu'à chaque étape, on consomme une molécule de diazote. Pour le dihydrogène, c'est aussi ce que j'avais au départ, moins 3 X max. Et combien j'ai formé d'ammoniac si la réaction est totale? Si vous avez compris, 2 X max. Déterminons maintenant la composition du système à l'état final. Donc on va vouloir remplir cette ligne, trouver la valeur de quantité de matière qui reste ici pour chaque case, donc qui reste pour chaque réactif et ce qui a été formé pour l'ammoniac qui est le produit. Donc pour ça, on va avoir besoin d'utiliser taux et il faut qu'on trouve XF. Donc on a la valeur de taux, on va pouvoir déterminer X max avec le tableau d'avancement et pouvoir ensuite calculer XF. Donc on va commencer par déterminer l'avancement maximal. Donc il faut que je trouve lequel des deux réactifs est le réactif limitant. Donc pour ça, je vais devoir faire deux hypothèses. Donc l'hypothèse numéro 1, je vais dire, regardons ce qui se passe si N2 est le réactif limitant, que j'abrégerai par la suite RL dans la suite de la vidéo. Si le diazote est réactif limitant, ça veut dire qu'il a totalement disparu à la fin. Et donc, ici, je vais avoir une quantité de matière qui vaut 0. Donc, je pose que ma quantité de matière initiale de diazote moins X max, avec 1 X max si on garde le nombre 1, vaut 0. Ça veut dire qu'il est réactif limitant. Et donc, je vais trouver que X max, c'est la quantité de matière de N2 que j'avais au départ. Soit si on regarde dans le tableau d'avancement, X max vaut alors 1,0 fois 10 exposant 2 mol. Donc ça pour mon hypothèse 1. Faisons la deuxième hypothèse, c'est H2, le dihydrogène, qui est le réactif limitant. Donc hypothèse 2, le dihydrogène est le réactif limitant. Qu'est-ce que ça va m'imposer? Ça va m'imposer que dans la case qui concerne la quantité de matière de dihydrogène, à la fin, il ne me restera plus de dihydrogène. Donc je peux réécrire, si H2 est réactif limitant, la quantité de matière de H2 moins 3X max est égale à 0. Ce qui veut dire que X max sera égal à la quantité de matière initiale en H2 sur 3. Donc on peut faire l'application numérique. X max est égal à 3,0 fois 10 exposant 2 divisé par 3, soit 1,0 fois 10 exposant 2 mol. Il faut maintenant, pour terminer, faire le bilan et donc rechercher qui est le réactif limitant. Donc pour ça, on va comparer les deux X max et regarder si les avancements maximum pour l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 sont égaux. Ça voudrait dire qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Ou on va chercher quel est l'avancement le plus petit et ce qui nous donnera le réactif limitant. Donc si on regarde de mes deux hypothèses, j'ai pour l'hypothèse 1 X max qui vaut 1,0 fois 10 exposant 2 mol, et pour l'hypothèse 2 X max qui vaut également ici 1,02 mol. Donc, les deux réactifs sont limitants en même temps. Hein. On est dans un mélange stoichiométrique avec un avancement qui vaut 1,0, un avancement maximal, pardon, qui vaut 1,0 fois 10 exposant 2 mol. Donc on avait un mélange dans les proportions stoichiométriques. Les deux vont être réactifs limitants en même temps. Maintenant que nous avons déterminé X max, qui vaut 1,0 fois 10 exposant 2 mol, nous allons déterminer XF avec l'expression de taux, puisque taux nous est donné et nous avons X max. Donc si
à partir de cette formule, je cherche XF. J'ai XF qui vaut taux fois Xmax. Donc je peux faire le calcul ici. Faisons l'application numérique. XF, donc c'est taux 0,70 fois Xmax 1,0 fois 10 exposant 2. Et je trouve un avancement final qui vaut 7,0 fois 10 exposant 1 mol. Cherchons maintenant la quantité de matière de diazote qu'il reste. Donc, pour trouver la quantité de matière de diazote à l'état final, donc c'est ce qui est écrit dans cette case, la quantité de matière initiale en diazote moins 1 Xmax. Si je fais le calcul, la quantité de matière à l'état final de diazote, ça vaut donc 1,0 fois 10 exposant 2 moins 7,0 fois 10 exposant 1, soit 3,0 fois 10 exposant 1 mol. On va faire la même chose cette fois-ci pour le dihydrogène H2. Donc la quantité de matière à l'état final de dihydrogène, c'est la quantité de matière initiale en H2, ici moins 3XF. Donc je fais l'application numérique. La quantité de matière finale en dihydrogène, c'est égal à donc, ce que j'ai au départ, 3,0 fois 10 exposant 2 mol, moins 3 fois XF, donc moins 3 fois 7,0 fois 10 exposant 1, ce qui me donne une quantité de matière à l'état final de dihydrogène de 9,0 fois 10 exposant 1 mol. Regardons maintenant la quantité d'ammoniac formée à l'état final, NFNH3. Ça va être égal à 2XF, donc 2 fois XF. Si on fait le calcul, on trouve que la quantité de matière finale d'ammoniac, c'est 2 fois 7,0 fois 10 exposant 1 mol, soit la quantité matière finale en ammoniac, 1,4 fois 10 exposant 2 mol. Dans la question 1.4, on vous demande quel est l'intérêt d'utiliser une température élevée d'un point de vue microscopique. Eh bien, quand on fait chauffer une transformation chimique, on peut rajouter sur la flèche de réaction le symbole delta qui signifie la chaleur. Quand on augmente la température, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue moléculaire? Eh bien, les molécules vont s'agiter plus vite. Donc on a la vitesse des molécules qui augmente. Qu'est-ce que ça va impliquer au niveau de la vitesse de réaction? Eh bien, si la vitesse des molécules augmente, on va avoir des chocs entre les molécules qui vont être plus nombreux. Et ces chocs seront aussi plus efficaces. Et cela va donc entraîner une augmentation de la vitesse de réaction. Comme on est ici dans le cas d'une synthèse industrielle, l'industriel va vouloir produire le plus d'ammoniac possible dans le moins de temps imparti. Donc, si la vitesse augmente, la durée de la réaction sera plus courte et donc il y aura moins d'argent dépensé pour le chauffage. Donc, on a tout intérêt à avoir une vitesse de réaction grande. Dans la question 1.5, on vous demande quel est l'intérêt d'utiliser un catalyseur. Donc on vous dit ici dans les données que cette réaction a lieu avec du ruthénium sur graphite. Et donc quand on utilise un catalyseur, on peut le placer également sur la double flèche de la réaction. On indique ici que c'est un catalyseur. Le catalyseur, quel est son rôle dans une transformation chimique?
eh bien, il permet d'augmenter la vitesse de réaction. Donc le catalyseur, il permet d'augmenter la vitesse de réaction. Sa particularité, c'est qu'il est consommé pendant la réaction et régénéré en fin de réaction, et donc il n'intervient pas dans le bilan final. C'est pour ça qu'on le met juste au-dessus de la flèche.